Radio Alpa, l'alternative. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle Tic-tac, tic-tac, tic-tac. avec Jean-Yves Breteau et son invité. Tic-tac, 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 tic-tac. Et cette semaine, l'actualité, on s'en parle avec Pascal Gana, secrétaire départemental de la Fédération sartoise du Front National, président du groupe Front National au Conseil régional des Pays de la Loire et membre du bureau politique du Front National. Bonjour Pascal Gana. Bonjour. La droite et la gauche préparent leur primaire pour désigner la candidate ou le candidat aux élections présidentielles. Pour le Front National, pas de primaire puisque c'est Marine Le Pen qui sera la candidate du Front National. Quel regard portez-vous sur ces primaires dont les candidats veulent faire barrage au Front National annoncé au second tour de la présidentielle comme en 2002 ? Vous savez, Marine Le Pen a eu une expression, bon, c'était un jeu de mots, mais c'était assez amusant. Elle a dit un jour dans une émission que ces primaires méritaient bien leur nom par leur niveau d'argumentation entre les candidats. Particulièrement dans les partis de droite d'ailleurs, il faut reconnaître. Mais je crois que la gauche y vient parce que progressivement l'échéance approche et que l'inquiétude est grande. On a le sentiment que c'est plus un concours de coups bas et de coups de com' que de débats de fond, à part peut-être certains candidats qui tentent d'établir des programmes, mais qui sont les moins écoutés finalement. C'est le paradoxe de la chose. Ce qui ne pourrait pas arriver au Front National, les coups bas ? Oh vous savez, les hommes sont les hommes partout, hein. Mais il est de fait que d'avoir une candidate, je pense, évite quand même le pire de ce qui peut exister dans les partis politiques, à savoir la course aux égos. Alors, il est vrai qu'antérieurement, chaque parti avait sa candidate ou son candidat, c'était d'ailleurs plutôt un candidat. Est-ce qu'une primaire au Front National pourrait être un jour envisageable ? Peut-être, mais c'est vrai que pour l'instant le besoin ne s'en est pas fait sentir. Je crois que les primaires, c'est un moyen pour les partis politiques, les deux grands partis qui ont dominé la Ve République, les deux grands blocs, de masquer leur vide. C'est-à-dire on crée un débat finalement en grande partie artificiel sur des écuries plus que sur des idées. Et ainsi on fait oublier aux Français les vrais enjeux. Et on repousse le moment où on va les traiter dans 2 ou 3 débats ultra médiatisés de dernière minute. Et je pense que ça n'est pas un juste exercice de la démocratie. Moi, si je compare ça aux primaires américaines, elles ont parfois quelque chose de très primaire, elles aussi, au mauvais sens du terme. Mais malgré tout, il y a eu énormément de débats, finalement, entre tous les candidats dans les deux grands partis. Et je pense que les gens ont quand même pu se faire une idée de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils représentaient, voilà. Alors que là, finalement, il n'y a jamais eu de débat entre eux, hein. Moi, je note que comment se fait-il que les candidats de droite n'aient pas accepté un jour d'être réunis dans un studio ? C'est ce qu'ils vont faire pour cette présidentielle. Oui, mais ils tardent beaucoup à le faire. Et ce que vous ne ferez pas au Front National. Non, nous, notre candidate, elle exposera son programme. Elle a annoncé qu'elle attendait le résultat des primaires des deux grands partis pour réellement commencer à débattre. Alors, elle a quand même l'intention, et elle a déjà commencé sur l'éducation nationale, d'organiser des conventions thématiques jusqu'aux fêtes. C'est la raison pour laquelle on entend peu Marine Le Pen sur les médias, du fait que les primaires se mettent en place et qu'on ne connaît pas encore la candidate ou le candidat qui sera sortant de ces primaires à la fois à droite et à gauche. Oui, parce qu'elle estime qu'on ne peut pas débattre. Pour faire un débat, il faut être 2 ou 3, 4, enfin, il pourrait y avoir d'autres candidats. Et pour l'instant, on ne voit pas tellement qui sera candidat, donc c'est difficile de débattre face au vide. Pascal Gana, vous dites que les candidats, qu'ils soient à droite ou à gauche, n'ont pas d'idées. Est-ce que c'est véritablement une vérité, sachant que quand même il y a des idées qui divergent d'un candidat à l'autre, ne serait-ce qu'à droite par exemple ? Ah non, mais ils ont certains développé des programmes, etc. Mais ce qui est gênant, c'est qu'ils n'ont pas réussi, et cette primaire, si vous voulez, a quelque chose de dérisoire. On a le sentiment parfois qu'ils sont aux antipodes les uns des autres. Et puis, il y a des révélations, il y a Fillon qui dit des choses absolument abominables sur l'homme qu'il a servi, on pourrait penser fidèlement pendant 5 ans comme Premier ministre, et auquel il découvre brusquement tous les défauts de la terre. Et c'est vrai que ça a un côté... Est-ce que c'est pas ça gênant. La loyauté finalement, c'est qu'à un moment on sert les intérêts d'un homme parce qu'on a décidé de lui être loyal. Mais est-ce que la loyauté... Ce que vous avez fait avec Jean-Marie Le Pen aussi à une époque. Oui, mais c'était un peu différent. Moi, je suis resté loyal avec lui parce que quand j'ai exprimé mon désaccord, je l'avais fait de façon très courtoise et pas de façon basse. Moi,
je n'ai jamais révélé des choses abominables, ou inventées d'ailleurs, je pense, concernant Fillon et Sarkozy, parce que bon, je pense que la fidélité, si vous voulez, ça n'est pas quelque chose à épisode. On doit rester fidèle à des grandes convictions. Et même si par moment on s'éloigne de certaines personnes, ce qui est normal dans la vie, on le fait tous, on ne doit pas le faire dans le ressentiment. Et vous en auriez à révéler sur Jean-Marie Le Pen, à tout hasard ? Non, moi j'ai été son chef de cabinet. Je n'aurais pas de révélation à faire. J'aurais un jour peut-être des choses à dire sur certains épisodes de la vie politique, sur lesquels je connais certains aspects, mais dans le fond, si vous voulez, ça ne révolutionnerait vraiment pas. Ça s'adresserait plutôt à des historiens ou à des spécialistes de la chose politique, donc, au grand public. Donc faut attendre encore un peu ? Bah, écoutez, il est là, hein, donc je vais pas commencer, si vous voulez, à jouer le rôle de Patrick Buisson, par exemple, qui s'est quand même un peu enrichi avec Nicolas Sarkozy, si on en croit la justice, et qui publie un livre qui est quand même un livre à charge, même s'il y a des éléments très intéressants de réflexion politique dans ce livre. Sur Nicolas Sarkozy, c'est quand même d'une méchanceté terrible. Vous l'avez lu, ce livre ? J'ai commencé à le lire. Moi, Patrick Buisson, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais jeune, puisqu'il vient de la droite nationale. Je l'ai croisé, il est plus âgé que moi, mais nous avons des amis en commun. Je connais une de ses sœurs. Donc voilà, c'est un homme qui est un homme d'une grande puissance intellectuelle, d'une grande capacité d'inventivité, de conceptualisation. Mais en même temps, je trouve qu'il a sur le plan moral une attitude étrange. Là aussi, ça rejoint un peu ce que je disais de François Fillon. Marine Le Pen est venue vous rechercher parce que vous aviez un peu abandonné la politique après avoir été effectivement aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que Patrick Buisson pourrait être appelé, par exemple, au Front National pour soutenir un certain nombre de programmes ? Pourquoi pas ? Puisqu'il a fait partie un peu de vos rangs. Oui, pourquoi pas. Bon, le problème, c'est qu'on craint toujours de l'avoir comme ami. Parce que si vous traître, hein. il a quand même servi beaucoup de gens. Il a été le conseiller de Gaudin, le conseiller de Philippe de Villiers à un moment, etc. Donc c'est un homme qui a des fidélités. Alors on peut dire lui très successives et assez fréquentes. Tous les 5 ans, apparemment, il change d'amis, etc. Bon, en même temps, entre ces hommes-là, il y a une ligne un peu rouge. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a pas tout dit sur Nicolas Sarkozy. Peut-être qu'il a fait comprendre à Nicolas Sarkozy qu'il avait encore des choses à dire à travers son livre, je ne sais pas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le logo du Front National n'est pas sur le site de campagne de Marine Le Pen. Faut-il comprendre qu'il y a une rupture ou une distance avec les valeurs qui incarnaient le parti fondé par Jean-Marie Le Pen ? Non, je ne crois pas. Je crois que Marine Le Pen a compris le sens des institutions de la Ve République. Le président de la République est quand même un des hommes qui, constitutionnellement, dans toutes les grandes démocraties en France, était peut-être un de ceux qui a le plus de pouvoir. Il a plus de pouvoir que le président américain, contrairement à ce qu'on croit, dont le pouvoir est limité par le pouvoir des États. Mais le fait de l'absence du logo du Front National. Elle veut être de manière assez dans l'esprit un peu du fondateur du gaullisme, être gaulienne sans être gaulliste, je pense. C'est-à-dire, elle veut être. Je ne sais pas si le général de Gaulle aurait apprécié que Marine Le Pen se revendique du gaullisme. Je ne sais pas. Après tout, est-ce qu'il aurait accepté ? Le général de Gaulle a quand même combattu les idées d'extrême droite. À un moment, oui, il en venait d'ailleurs, puisque quand même, c'est son milieu d'origine. Je pense surtout que ce qu'il voulait, c'est un président de la République qui soit au-dessus des partis. Et je crois que c'est l'idée de Marine Le Pen, c'est-à-dire elle veut être la candidate du peuple. C'est son slogan. Donc elle abandonne le logo du Front et elle fera un programme qui reprendra un certain nombre de choses du Front, mais qui ne sera pas intégralement le programme du Front. Bon, en même temps, Pascale Gana, elle n'est toujours pas présidente. Donc est-ce qu'elle a à rougir de mettre le logo du Front National alors que c'est le parti qu'elle représente aux élections ? Je ne pense pas que ce soit de la honte de sa part. Au contraire, elle assume la succession. Mais elle se présente aux Français comme candidate et elle souhaite être une candidate qui soit, si vous voulez, au-dessus des clivages droite-gauche. C'est quand même une des grandes idées de la droite gaulienne. C'est l'idée que le peuple français est à la fois de droite et de gauche et que c'est l'ensemble des deux qui fait l'ensemble du peuple. Alors elle fait très fort quand même Marine Le Pen parce que non seulement elle ne met plus le logo du Front National, mais elle ne mentionne plus non plus son nom de famille, son patronyme, puisque c'est marine.fr.
marine2017.fr. Oui, bah ça c'est souvent fait. C'est une copine finalement, Marine Le Pen, on l'appelle par son prénom. Oui, c'est peut-être ça. Après tout, c'est une femme qui n'a pas ce côté distant qu'ont beaucoup de femmes politiques, qui souvent ont un côté grande bourgeoise ou technocrate, et je crois qu'elle a un côté assez française. Elle représente toutes les classes sociales en même temps par sa manière d'être, je pense. Voilà, on voit bien que c'est une femme qui a une grande intelligence, une grande capacité de raisonnement et d'expression, et un don pour le faire. Et en même temps, elle a une forme de simplicité. Elle ne fait pas grande bourgeoise issue des écuries politiques, comme on le voit chez certaines femmes politiques qui sont habillées en Chanel, qui se font prêter des vêtements de grands couturiers, etc. Je crois qu'elle a une simplicité de vie d'ailleurs c'est pas une image qu'elle se donne, elle est vraiment comme cela. Et pourtant, elle fait peur. Je sais, parce que elle fait peur de moins en moins. Elle fait peur parce qu'elle a hérité d'un présupposé, si vous voulez, en France, où on considère depuis 1945 que tout ce qui est de droite est suspect lorsque c'est une droite de conviction, alors que tout ce qui est de gauche, en gros, serait moralement et naturellement et par essence blanc, valorisant, etc. Moi, je crois que ces clivages-là sont en train de tomber. Il y a d'ailleurs un basculement vers la droite de l'ensemble de la société française, et d'ailleurs dans toutes les démocraties mondiales. On le voit très nettement en Europe, on le voit aux États-Unis, et je crois que le Front National n'est pas, dans tous les partis de droite de ces démocraties, le plus à droite. Alors Pascal Gana, il ne nous a pas échappé que quand on parle du Front National, on parle rarement de droite, mais plutôt d'extrême droite. Oui, mais nous récusons ce mot depuis longtemps. Il vous embête ce terme d'extrême droite ? C'est le mot, si ça désignait l'idée d'une fermeté dans les idées, vous voyez, d'avoir des idées qui vont jusqu'à leur extrême logique. Ça ne me dérangerait pas. Le problème, c'est que dans l'idée d'extrême, dans le mot extrême, il y a le mot extrémiste. Et dans la connotation actuelle, quand on l'applique par exemple à l'islam, ça a une connotation très péjorative pour cette manière-là de concevoir l'islam. Et donc nous ne souhaitons pas, nous, voir accoler à notre nom et à notre action ce mot d'extrême. Bon, pour l'islam, on parle plutôt de radical. Oui, radical. À la limite, si on disait le Front National, c'est la droite radicale, ça me gênerait moins. Le tribunal de grande instance de Nanterre va se prononcer ce mercredi 5 octobre pour la réintégration de Jean-Marie Le Pen au sein du Front National. Comment Marine Le Pen envisage de composer avec l'ancien candidat Front National à la présidentielle s'il obtenait raison contre son exclusion du parti ? C'est une question qui a certainement dû être abordée par le bureau politique. Oui, bon, c'est vrai que par principe, nous pensons toujours que Jean-Marie Le Pen n'obtiendra pas raison auprès de la justice, mais si tel était le cas, eh bien, de toute façon, la justice est souveraine. Donc, il sera réintégré dans ses fonctions. Mais je ne suis pas certain qu'il aura la majorité dans les instances. Parce que dans le fond, dans les instances où il va revenir, le bureau exécutif, le bureau politique, je pense qu'il sera minoritaire. Et donc, à l'intérieur du parti aussi, il y a des gens qui ont gardé pour lui de l'estime, mais qui n'ont pas forcément envie de le suivre dans toutes ses formes. Alors là, on pourrait peut-être dire parfois radicales, d'exprimer les choses. Et donc, même moi, vous voyez, qui ai travaillé avec lui, qui lui garde une grande estime et un sentiment de reconnaissance pour tout ce que j'ai appris auprès de lui, malgré tout, là, je suis en décalage avec lui sur cette manière de procéder en politique. Pascal Gana, il y a des partisans pour Jean-Marie Le Pen, il y a les partisans de Marine Le Pen. Est-ce que ça va être difficile, finalement, de réunir ces deux partis de partisans au sein même de l'élection présidentielle ? Je ne crois pas. Je crois que, vous savez, c'est toujours par le haut qu'on résout les contradictions. C'est un problème d'idées. On s'aperçoit bien que Marine Le Pen aborde des sujets sur les valeurs traditionnelles. Elle a abordé le sujet, par exemple, dernièrement, de l'avortement. Elle a abordé le sujet de la famille. Et donc, on s'aperçoit que ce clivage qu'on crée en disant elle est à gauche, son père est à droite, etc., progressivement, on va s'apercevoir que tout ça tombe et que c'était très artificiel. C'est une fausse dialectique, je pense. Comment se prépare la campagne pour ces présidentielles autour de Marine Le Pen, qu'on entend, je trouve pas beaucoup dans les médias, mais je crois que c'est un choix très personnel de d'abord laisser les autres parler à sa place. Elle a fait un choix pour deux raisons. D'abord, il y a un choix pratique.
c'est d'éviter de commencer trop tôt. C'est jamais bon pour un candidat. On s'épuise. Physiquement même, c'est une épreuve, une candidature. Moi, à ma petite échelle de candidat au régional, j'ai vu ce que c'était. Donc une présidentielle, c'est écrasant. Et elle travaille beaucoup. Elle prépare, vous savez, des conventions. Il y a une convention sur l'enseignement, il va y en avoir d'autres sur la politique étrangère, sur la défense, etc. C'est un travail très important. Il y a des groupes de travail, des hauts fonctionnaires, des gens qui travaillent avec elle pour élaborer des mesures, en général une cinquantaine, une centaine. Et parmi celles-là, ensuite, elle regroupera, elle fera son marché, si je puis dire, de candidates. Et donc, elle fait ce travail qui est très important, qui est fondamental, parce que je pense que quand on se présente devant les Français, il faut vraiment avoir une vision globale de tous les problèmes. Alors, il y a bien sûr les sujets qui sont propres au parti de Marine Le Pen. Et puis, il y a la question de l'économie qui pose souvent question, c'est-à-dire que le Front National aura une moins grande maîtrise de ses idées de l'économie. Qu'en est-il pour le programme ? Je pense que c'est une image qui est fausse. Nous avons évidemment une vision concernant certains sujets comme l'euro, comme la souveraineté économique, comme la question des importations, exportations, etc. en Europe, parce que nous ne voulons pas nous isoler du reste des pays européens. Nous voulons que les pays européens adoptent des attitudes communes vis-à-vis du reste du monde, mais qui ne sont pas celles justement qui consistent à ne pas en avoir, puisque pour l'instant les frontières sont ouvertes, alors que les grands pays dans le monde, la Chine, les États-Unis, ont des droits de douane extrêmement élevés et protègent leur marché. Donc voilà, et puis nous avons un programme en direction des entreprises, des TPE, PME, et je crois que nous avons un programme qui est complet, mais très souvent les médias s'arrêtent sur la retraite à 60 ans, en oubliant de dire que c'est après 40 ans de cotisation. Ce qui veut dire en général pour la plupart des gens, 23 ans de début du travail, ça mène à 63, 64 ans la retraite. Vous voyez, il y a eu des choses comme ça. Quand on a dit par exemple qu'on allait augmenter le SMIC, c'était parce qu'on demanderait à ce que la part des charges salariales payées par les salariés sur leur fiche de paie soit prise en compte par l'État. Ce qui permet d'augmenter le salaire automatiquement de tout salarié, et que la compensation serait faite par une TVA sociale à l'entrée des frontières, à l'entrée aux importations, pour tenir compte justement du décalage qu'il y a en Chine, dans un certain nombre de pays, entre leur protection sociale et la nôtre. Parce que dans le fond, ces pays-là ne travaillent pas mieux que notre main-d'œuvre, mais par contre, ils ont évidemment une protection sociale très faible, des coûts salariaux très bas. Et ce que nous voulons, nous, c'est rétablir cet équilibre. Bon, on aura l'occasion de revenir sur le programme de Marine Le Pen quand il sera révélé. Après les présidentielles, il y aura les législatives. Est-ce que la Fédération sartoise du Front National a déjà désigné ses candidates et ses candidats pour la députation ? En partie. Disons qu'il y a des candidats dans toutes les circonscriptions. Il y a une commission nationale d'investiture qui se réunit à intervalles fixes en ce moment. Et je pense que dans le courant octobre, on connaîtra en gros les personnes qui sont positionnées sur chacune des 5 circonscriptions. Vous serez candidat vous-même ? Moi, je serai candidat, oui, il serait quand même anormal qu'en tant que responsable de fédération, je m'esquive de la bataille en tant que membre du bureau politique, enfin bien évidemment. Il y aura 3 des élus régionaux, les 3 seront candidats. Monsieur Nicot, Pascal Nicot, Marie Genevray et moi. Il y aura 2 autres candidates ou candidats. La CNI tranchera, puisqu'il y a l'exigence de parité et que nous sommes dans un département à 5 circonscriptions. Ça pose toujours un problème. Faut-il 2 femmes et 3 hommes ou vice-versa? Donc c'est la CNI qui tranchera. Vous êtes plutôt pour la parité alors? Ah bah oui, le Front National a été le premier parti à appliquer la parité avant qu'elle ne devienne légale. C'était Jean-Marie Le Pen qui l'avait voulu, parce qu'il avait estimé que ça donnait c'était une sorte de message adressé à l'électorat féminin. Au demeurant, quand on voit ceux qui officient dans les médias pour parler du programme de Marine Le Pen, ce sont essentiellement des hommes. Oui, alors... Vous êtes combien d'hommes et de femmes, par exemple, au bureau politique national? Au bureau politique, il y a une majorité d'hommes. Ça, c'est sûr que la parité ne s'applique pas. Mais je vais vous dire une chose, c'est le problème de tous les partis politiques, car moi, je l'observe. Nous avons quasiment autant d'adhérents de femmes qu'hommes.
Mais les femmes en France, c'est une tradition, c'est d'ailleurs quelque chose que les sociologues politiques constatent par rapport à, par exemple, à des pays qui sont réputés très conservateurs ou réactionnaires ou traditionnels comme l'Espagne ou le Portugal. À l'Assemblée nationale, au Cortés, en Espagne, il y a plus de femmes qu'en France, avant la parité. Et donc, il y avait plus de femmes. Donc, ça veut dire que les femmes s'investissent plus dans la vie sociale, dans les associations où elles sont dominantes. Alors que dans la politique, je ne sais pas à quoi ça tient. Peut-être que ça tient au fait qu'en France, finalement, traditionnellement, il y a toujours eu, nous sommes les inventeurs de l'amour courtois, des salons littéraires, etc. Finalement, il y a toujours peut-être une reconnaissance de la femme et de la féminité, Oui. plus que dans d'autres pays sur le plan culturel. Oui. Dans C'est les peut-être élites. aussi la manière dont les hommes en politique, quelquefois, les traitent. Alors Avec peu de courtoisie, justement. ça arrive. Il y a des témoignages très, très, très clairs. Mais je ne sais pas si c'est ça qui rebute les femmes, parce qu'il ne faut pas croire que les femmes se laissent intimider par les hommes. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes font des études et dans tous les milieux sociaux, quel que soit leur niveau, elles savent s'imposer s'il le faut. Ou alors il faudrait que les hommes restent au foyer et les femmes, comme ça, auraient plus de liberté, finalement, peut-être pour s'engager en politique. Peut-être, mais ce serait peut-être une bonne chose, parfois, que les hommes soient plus présents chez eux pour s'occuper de leurs enfants. Oh, vraiment ? Oui, peut-être. Peut-être que les enfants l'aimeraient. Moi-même qui ai été père de famille nombreuse, je pense que peut-être parfois j'ai été trop absent. Bon, en même temps, Pascal Gana, c'est pas tout à fait ce que véhiculait comme idée le Front National il y a quelques mois. Pourquoi non nous sommes pour le salaire parental pendant une période qui de 2 à 3 ans. Bon, il est évident qu'en général, ce sont plutôt les femmes qui prennent ce salaire parental pour une raison très simple, c'est que dans le fonctionnement de la société actuelle, ce sont en général, c'est le salaire masculin qui est le plus élevé, mais ça n'est pas toujours le cas. Ce qui est Et juste, puis ou pas- la ou pas maternité... juste. Ça n'est pas la même chose que la paternité. Objectivement, le rapport entre un enfant et sa mère et un enfant et son père n'est pas le même. Et je pense que particulièrement dans le début, dans l'enfance, la présence de la mère est peut-être quand même plus essentielle que le père. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dimanche, les Hongrois étaient appelés à se prononcer par référendum sur l'accueil de migrants dans leur pays. Les électeurs devaient répondre à la question « Voulez-vous que l'Union européenne décrète une relocalisation obligatoire de citoyens non hongrois en Hongrie sans l'approbation du Parlement hongrois ?» 98,32% des votants ont massivement voté contre le plan de l'Union européenne sur les relocalisations de réfugiés au sein de l'Union européenne. Un plébiscite du non donc, qui a toutefois été invalidé faute de participation suffisante. Exact. La participation a été inférieure à 45% et les votes exprimés n'ont représenté que 40% des inscrits, alors qu'il fallait au moins 50%, 50%, oui. pour que la consultation soit validée. Pascal Gana, ce vote dans un pays de l'Union européenne avait une forte valeur symbolique. Est-ce qu'on peut parler d'échec pour le Premier ministre hongrois Viktor Orban, puisqu'il n'a pas réussi à intéresser une majorité des Hongrois à ce référendum, alors qu'il appelait à voter en faveur du non? Écoutez, je connais mal la Hongrie. Ce que je sais, c'est que j'ai regardé les chiffres. Alors il y a cette majorité, il y a ce chiffre écrasant en faveur du non, mais évidemment qui est minoritaire par rapport au quorum, en quelque sorte, on pourrait dire. Peut-être que tous ceux qui ne sont pas allés voter, finalement, étaient plutôt pour. Peut-être, je ne sais pas. C'est difficile à dire. D'ailleurs, je trouve que c'est un des problèmes qu'il y a dans les grandes démocraties, et qu'on a en France aussi. Les gens vont voter de moins en moins souvent. Ce que j'observe, moi, c'est que pour l'adhésion à l'Europe, il y avait eu 2 millions et quelques de voix, et que là, il y en a eu plus que ces 2 millions. Il y en a eu 2 300 000. Donc, si vous voulez, quand il s'agit d'adhérer à l'Europe, on se contente d'une participation faible et d'un chiffre assez bas, qui avait d'ailleurs été légalement et, électoralement validé, parce qu'il correspondait à la constitution hongroise. Là, écoutez, on est dans un autre cas de figure. Je pense que c'est quand même un signal. Parce que, malgré tout, vous comprenez, on ne s'est pas posé la question lorsque, par exemple, les Français ont rejeté la Constitution européenne. Ils ont dépassé 50%. Et à quoi ça a servi ? Puisqu'on l'a fait passer quand même. On refait traiter de Lisbonne à la place. Oui, voilà, qui est la reprise à 98% du texte. Alors, ce référendum voulait aussi défier les décisions de la Commission européenne au nom de la souveraineté des nations. Comment, d'après vous, on peut construire une Europe harmonieuse dans l'intérêt de ces pays membres si c'est la nation qui doit être au-dessus des décisions des instances de l'Union européenne ? Mais moi, je pense que c'est le modèle, nous, c'est ce que nous préconisons, c'est une Europe qui ne veuille pas être uniforme. C'est-à-dire que nous proposons, des coopérations
sur des bases comme cela existe par exemple pour ce qui est du programme Ariane Espace ou des programmes aéronautiques qui sont de très grandes réussites au niveau mondial. Ce sont peut-être même les plus belles réussites de l'Europe en ce moment sur le plan économique et qui réunissent une quinzaine de pays chaque fois, voire même plus. Et donc, voire avec des coopérations parfois avec d'autres puissances dans le monde. Donc, je pense qu'on pourrait avoir des coopérations de ce type. Et cela permettrait, et particulièrement sur l'euro, nous sommes contre l'euro parce que ça s'est voulu être une monnaie unique. Et Margaret Thatcher avait bien vu, elle l'avait dit d'ailleurs à François Mitterrand, on le sait, elle avait dit ça ne marchera pas parce que les pays sont trop différents, il vaudrait mieux une monnaie commune avec des ajustements par zone et ça aurait permis d'éviter ce qui se fait aujourd'hui. On a une monnaie unique et on l'a payé par le chômage. Pour venir à ce référendum hongrois, la Hongrie est censée accueillir au moins 1294 migrants. Elle souhaitait par ce référendum s'affranchir donc de l'effort européen à répartir dans les États membres 160 000 personnes pour soulager la Grèce et l'Italie qui doivent, elles, faire face à l'arrivée de migrants en Europe. Ouais. Alors, on sait que d'autres pays membres y sont aussi hostiles ou mettent en tout cas en place des accueils non sans difficulté avec des habitants qui sont opposés à des centres d'accueil. Pascal Gana, comment comprendre cette hostilité quand il s'agit d'enfants, de femmes ou d'hommes qui fuient leur pays parce qu'ils sont menacés dans leur propre pays ? Écoutez, pour ce qui est des gens qui sont menacés, quand on voit les photos des migrants, des réfugiés ou des clandestins, enfin ils sont tous ça en même temps, ils sont surtout clandestins juridiquement parlant. Normal, ils arrivent un peu de nulle part. On voit surtout des hommes qui viennent majoritairement des pays qui ne sont pas en guerre, c'est-à-dire l'Afghanistan, l'Éthiopie, l'Égypte, une partie de l'Afrique du Nord, assez peu de Syriens. Ou de zones de la frontière, ou de Kurdes, ou même d'Irakiens. Et ce sont souvent des hommes. Donc moi je crois que en réalité des passeurs existent, on le sait, c'est un chiffre d'affaires considérable, et que c'est devenu une manière de rentrer en Europe qui n'existait pas. Ils s'engouffrent dans une circonstance historique. Moi je crois que la meilleure manière d'accueillir les réfugiés, vous savez, j'ai une fille qui vit au Liban. Le Liban est envahi de Syriens malheureux qui ont fui leur pays, qui ne veulent pas aller en Europe parce qu'ils ont l'espoir de retourner en Syrie. Et je pense que l'Europe s'honorerait d'aider le Liban à financer l'accueil de ces personnes et surtout de demander peut-être à d'autres pays dans le monde proches d'accueillir aussi leur contingent de réfugiés, parce que la culture, le climat, ne serait-ce que la religion, la plupart de ces réfugiés sont de religion musulmane, ça créerait moins de difficultés d'accueil que dans d'autres pays. Vous savez, il faut voir que dans les pays de l'Europe centrale, ils ont le souvenir de l'occupation ottomane et turque, et ils en ont gardé un mauvais souvenir, et il y a une sorte de sentiment de méfiance vis-à-vis de tout ce qui vient du Proche-Orient. L'opposition hongroise et les ONG, les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme avaient appelé au boycott. C'est peut-être ce qui a fonctionné finalement au vote nul en dénonçant une campagne de peur. D'après vous, est-ce que les responsables politiques doivent mesurer la part de peur qu'ils sèment dans l'opinion publique ? Je pense, ce qu'il faut, c'est toujours extrêmement délicat. Jouer de la peur, moi je pense qu'il vaut mieux jouer de la raison. Mais il est évident que quand on examine certaines données de manière raisonnable, on est obligé de se dire que il existe des lois de l'histoire qui fait que quand on met dans un pays de fortes minorités, particulièrement concentrées dans certaines zones, où elles deviennent quasiment majoritaires d'ailleurs, en contact avec une population d'origine, dans l'histoire ça a toujours provoqué des chocs. Alors je sais très bien qu'on cite le cas des Italiens qui ont été mal vus à certaines époques quand ils sont arrivés en France, mais ils étaient quand même nettement moins différents. En même temps, Pascal Gana, c'est pas ce que propose l'Union européenne, c'est de répartir sur les territoires ces migrants. D'ailleurs, antérieurement, on ne parlait pas de migrants, on parlait d'exilés. Oui, ou de réfugiés. Oui. Et ben justement, je trouve que ce changement de mot est inquiétant parce que si c'était de vrais réfugiés syriens fuyant la guerre, ils seraient beaucoup moins nombreux. Et pour un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, ils seraient chrétiens. Et surtout, ils viendraient d'un pays où l'islam est laïque. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bachar el-Assad, qui était un dictateur, son père et lui, dans un pays, c'est le parti Baas, qui est un parti socialiste, d'ailleurs, qui faisait partie jadis de l'Internationale socialiste, qui participait au congrès avec le PS. Et bien, c'est un parti laïque qui avait demandé à ce que les religions ne soient pas présentes dans l'État.
contrairement à d'autres pays arabes. Et je crois que les Syriens ont gardé cet esprit. Malheureusement, honnêtement, quand on regarde, c'est une minorité dans les réfugiés que nous accueillons, hein. Face à ces peurs, est-ce que donner les conditions d'un bon accueil dans des centres et valoriser les initiatives positives qui existent déjà sur certains territoires, ne serait-ce que sur le Mans par exemple, ne peut pas contribuer à rassurer quand même l'opinion publique ? Bah évidemment, il est évident qu'à partir du moment où on fait rentrer des gens, on va pas les lâcher dans la rue. Bon, il faut savoir d'où ils viennent. Ils sont rentrés de force, par des moyens souvent d'ailleurs frauduleux et souvent à grands frais. Ils sont arrivés à la jungle de Calais. Et c'est en ce moment ce qu'on fait, c'est qu'on dégorge, on déconcentre cette zone, ce qu'on appelle la jungle de Calais, et pour répartir l'ensemble de ces personnes sur le territoire. Mais le problème, c'est qu'on va avoir ensuite un deuxième phénomène, c'est celui du regroupement familial. Quand on met 15 personnes dans un village de 900 personnes, dans un premier temps, on se dit 15 sur 900, c'est pas énorme. Et puis s'ils font chacun venir 5 ou 6 personnes, à ce moment-là, on est à 70-80 et on est à 10% de la population. Et moi, je crois que c'est ce qui va se produire. Donc il vaut mieux mettre le regroupement familial dans les grandes villes ? Non, je pense qu'il vaut mieux mettre le regroupement familial à proximité des pays d'origine. Et si on doit aider au développement de ces pays, il vaut mieux dépenser cet argent qui d'ailleurs pour des sommes équivalentes aura des effets bien supérieurs en efficacité, puisque 10 € en France c'est peu, 10 € au Liban c'est beaucoup plus. Et je crois qu'on ferait mieux de se consacrer à cela plutôt que de déraciner des gens. Pascal Gana, en même temps, s'ils viennent en Europe, c'est pour ne pas aller forcément dans les pays limitrophes du pays qu'ils fuient. Oui, parce qu'ils ont un mythe de croire que ici la vie est facile. Parce que c'est vrai que l'image de la télévision, elle est plus facile que chez eux. Mais elle est le fruit d'un développement et d'un travail d'un développement qu'ils n'ont pas encore atteint. Et moi, je crois qu'il serait plus intelligent de les aider, par exemple, en leur donnant, par exemple, des formations, en aidant à former des cadres intermédiaires. Vous savez, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur humanitaire. On comprend, mais voilà, une fois qu'ils sont présents, c'est la question qui se pose. C'est pas forcément la préparation, c'est qu'est-ce qu'on fait au moment où ils sont. Eh bien, moi, je pense que les clandestins qui se présentent, on doit les expulser. C'est très simple, c'est la doctrine du Front National. C'est ce qu'a fait un pays comme l'Australie, c'est ce que font beaucoup de pays. Vous pouvez toujours essayer de rentrer aux États-Unis. Tous les pays expulsent leurs clandestins quand ils sont voilà. Alors moi je crois qu'il faut fuir cette idée que des clandestins régularisés c'est un signal, si vous voulez, c'est un très mauvais signal. C'est-à-dire, c'est le signal qui est envoyé à des centaines de millions de gens qui vivent dans la misère. Venez là. Vos problèmes seront résolus, mais en réalité, leurs problèmes ne seront pas résolus. On ne peut résoudre ces problèmes que chez soi. Et si un jour, vous savez, la France a vécu aussi des moments dramatiques. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de zones étaient détruites et les Français ont reconstruit leur pays. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Contrairement aux prévisions de l'UNEDIC que nous évoquions la semaine dernière, les chiffres du chômage en outre partent à la hausse alors qu'un léger mieux avait été enregistré en juin et en juillet. 76 100 nouveaux demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, se sont enregistrés au Pôle emploi effectivement fin août. 50 200 concernent la catégorie A sans aucune activité donc. C'est la plus forte progression depuis 2013 avec une augmentation de 1,4%. Il y a aujourd'hui un total de plus de 5 800 000 chômeurs en France. Le nombre de demandeurs d'emploi en Pays de la Loire progresse moins malgré tout. 1% d'inscrits en plus. Et puis, dans notre région, sur 3 mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 0,9% pour les moins de 25 ans, progresse de 1,8% pour les 25-49 ans et de 1% pour les 50 ans et plus. En Sarthe, parce qu'il faut quand même parler de notre département. 28 000 chômeurs, je crois. 28 860 oui, précisément. Ouais. Donc c'est le nombre de demandeurs inscrits en catégorie A, soit une augmentation de 0,9% par rapport à juillet, même si sur l'année la tendance est plutôt à la baisse avec 3,4%. Qu'est-ce qui explique, Pascal Gana, ces difficultés à résorber le chômage alors que différents dispositifs sont mis en place par l'État pour inciter à l'emploi en France ? Parce que je pense qu'en France, il y a énormément de blocages à l'emploi. On sait que ce ne sont pas les très grosses entreprises qui créent le plus d'emplois, ce sont ce qu'on appelle les TPE, les petites entreprises, les PME, etc. On connaît tous des chefs d'entreprise, des petits patrons, comme on dit, qui disent qu'ils engageraient volontiers une personne de plus s'ils avaient la certitude qu'il soit plus facile en période difficile, si vous voulez, de restriction de commandes, de licencier cette personne pour
raisons économiques. Or, c'est extrêmement difficile, c'est quasiment impossible. Et donc, ils préfèrent recourir à du travail précaire, c'est-à-dire, aujourd'hui, je peux vous dire, il y a des laiteries du groupe Lactalis qui fonctionnent avec 25 ou 30% d'intérimaires, ce qui est quand même aberrant. C'est un grand groupe mondial, c'est même le plus grand groupe laitier du monde, je crois. En tout cas, c'est ce qu'eux disent dans leur communication. Et ils ont un nombre d'intérimaires incroyable. Et pourquoi ? Eh bien, parce que le travail en France est très cher. Nous avons un travail qui est très cher et surtout, nous avons une réglementation du travail qui est très rigide. Et je crois que il faut réduire donc le coût du travail ? Je pense qu'il faudrait le réduire. Nous avons proposé... Mais réduire le coût du travail, c'est réduire les salaires, hein. Eh bien non, c'est peut-être faire prendre en charge par l'État, par le moyen que je vous indiquais, justement en limitant les importations par une TVA sociale, que d'ailleurs Nicolas Sarkozy avait d'ailleurs proposé, qu'il n'a pas faite, et avec ces sommes récoltées à l'entrée du territoire de l'Europe ou de la France, financer justement une baisse des charges sociales pour les employeurs. Et donc à partir de ce moment-là, cela permettrait peut-être de diminuer le coût du travail. Et puis je crois qu'il y a des rigidités qui sont d'ordre juridique et de l'ordre du code du travail, de l'ordre de la réglementation. Et il est bien évident que cela freine la création d'emplois. Il y a aussi un autre phénomène. Beaucoup d'employeurs se plaignent qu'ils ont du mal à trouver des personnes formées. Le système de formation français pour les gens qui ne font pas d'études est très mauvais. Je pense que beaucoup de jeunes, moi j'ai été enseignant quelques années, ça m'avait frappé, les jeunes qui après la 3e quittent l'enseignement classique, finalement ont des parcours extrêmement difficiles, et alors que c'est eux qu'on devrait le plus aider. Pascal Ganet, en même temps, vous êtes conseiller régional, c'est l'une des vocations, des compétences de la région de cette formation, donc il y a quand même un dispositif de formation qui s'ouvre sur lequel peuvent aller les jeunes. C'était d'ailleurs un des points que nous avions en commun avec Bruno Retailleau, c'est que nous voulions développer plus l'apprentissage. Il a lancé un plan sur l'apprentissage qui nous semble insuffisant en moyens, mais les régions, vous savez, n'ont pas non plus des moyens gigantesques, on y reviendra tout à l'heure. Et voilà, on se heurte au fait qu'on a donné aux régions des responsabilités écrasantes sans leur donner les moyens. Donc nous avons appuyé cette politique de Bruno Retailleau en nous disant qu'il fallait des opposants constructifs, en pensant aux chefs d'entreprise. Mais nous pensons que ce sera insuffisant. Alors il y a une augmentation de l'apprentissage, c'est vrai, cette année. Et il faut espérer que ça continuera. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le Premier ministre Manuel Valls l'a annoncé jeudi dernier, c'était le 29 septembre, au congrès des présidents de régions à Reims. C'est une part de TVA qui viendra financer les régions dès 2018 et non plus une dotation financière de l'État. Cette proposition vient donc remplacer la taxe foncière qui devait peser sur les propriétaires fonciers et les entreprises. Pascal Ganet, vous êtes le président du groupe Front National à la région des Pays de la Loire. Est-ce qu'il fallait redonner une autonomie financière et fiscale aux régions pour leur permettre notamment de se détacher de l'aide directe de l'État, comme les élus le réclamaient, et ainsi être plus efficaces, notamment en termes de développement économique et de l'emploi? Oui, alors est-ce qu'on va leur donner d'ailleurs une souplesse ? Parce qu'on avait parlé d'une taxe spéciale à l'équipement régional, que tous les 13 grands présidents de région avaient accepté, puis vraiment la droite s'est dédite, parce que ça se rajouterait à taxe d'habitation, ça devait aller monter jusqu'à 15%, c'était énorme. Donc on passe maintenant par le système de la TVA qui est nettement plus indolore, hein, parce que la TVA, bon, le problème est de savoir combien de points de TVA sur les 20% quasiment que nous payons en TVA, quels seront les points attribués aux régions. Et là, Manuel Valls est resté d'une grande discrétion, ce qui fait qu'on n'en sait pas plus. On sait que ça sera sur le rendement de la TVA, mais est-ce que ça sera par région ou est-ce qu'il y aura une péréquation ? C'est quand même la tradition française, une égalité de traitement en fonction du nombre d'habitants. Et voilà, donc on ne sait pas finalement exactement. Et c'est d'ailleurs un des problèmes que nous avons. Le débat d'orientation budgétaire va avoir lieu là dans le courant d'octobre à la région. Et nous ne savons pas quelles seront les ressources de la région, quelles seront les sources de ressources. Et c'est quand même, quelles que soient les opinions politiques que l'on a, hein, c'est quand même un peu surprenant. Bon, c'est pour 2018, donc ils ont le temps de réfléchir. Oui, mais vous savez, c'est des choses, une région, ces grosses entités, ce sont des supertankers, hein, on les fait pas virer comme cela. Il y a tout d'abord des programmes engagés, des charges qui sont héritées, la dette, etc. Et donc on ne peut pas changer tout comme cela en quelques mois. On risque d'être obligé de... Alors je sais que Bruno Retailleau veut faire des coupes sombres d'économie, nous allons voir s'il y parvient, mais il serait quand même dramatique que les régions vivent dans l'incertitude. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
L'actualité en septembre nous rapporte que des adolescents soupçonnés de vouloir commettre des attentats sont interpellés. À ce jour, 1000 jeunes Français entre 15 et 30 ans soutiendraient ou auraient rejoint en Syrie et en Irak les rangs des combattants de l'État islamique. Pascal Ganet, une question simple pour conclure cette émission. Ces jeunes viennent de toute classe sociale, il faut le préciser, et pas seulement des quartiers, ils ne seront pas tous d'ailleurs forcément musulmans. Est-ce que parmi eux, ce n'est pas la façon dont ils se sentent exclus en France quant à leur origine, donc pas aimés, qui les conduit à cette radicalisation ? Alors, il y a certainement de cela, il y a aussi le fait qu'on ne leur a pas appris à aimer la France. Moi, j'ai été enseignant. Comment aimer un pays quand on ne se sent pas aimé dans son propre pays ? Eh bien, je pense qu'il faut d'abord décrire le pays de façon objective. Vous savez, aujourd'hui, on pratique une sorte de masochisme collectif qui consiste à dire que la France a de grands torts vis-à-vis des anciens pays qu'elle a colonisés. Moi, je suis pas un adepte de la colonisation en soi, c'est une période de l'histoire qui a disparu. Mais quand on regarde les chiffres réels, la France a plus, en Algérie particulièrement, c'est une certitude, il y a eu des économistes qui sont penchés là-dessus, investi que retiré d'argent en Algérie. Et donc, moi, je crois qu'on donne une mauvaise image, on leur crée une culture du ressentiment. Et en plus, il y a certains courants extrémistes. Je ne dis pas, là, on pourrait peut-être employer le mot extrême. Extrême intellectuellement, c'est le salafisme qui est dans le rejet de tout ce qui est occidental. Non, mais moi, je parle des gens en France. La manière dont on parle de certains jeunes des quartiers. Est-ce que c'est pas ça qui participe à les radicaliser, puisqu'ils ne se sentent ni chez eux en France, ni chez eux dans le pays d'origine de leurs parents. Si je prends écoutez, les frères Kouachi, orphelins, ont été pris en charge toute leur adolescence par des éducateurs, par des enseignants, etc. Moi, j'ai même une relation que j'ai rencontrée récemment qui m'a décrit avoir employé le jeune frère Kouachi. Il avait fait des études, il n'avait pas été du tout dans la marginalité. Et ce garçon s'est retourné contre la France. Moi, vous savez, je crois que... comment se fait-il que les Italiens et les Espagnols ne soient pas devenus terroristes ? Voilà, il y a un problème de culture. Moi, je crois qu'il y a un problème de culture. Même s'il y a eu à une époque aussi une question de terrorisme en Italie, mais bon. Oui, non, mais je parle en France. C'est la première fois qu'une vague d'immigration, et nous en avons eu d'autres, moins massives, certes, mais moi, je crois qu'il y a un problème culturel. Est-ce que les valeurs fondamentales de l'islam, telles qu'il se pratique aujourd'hui et telles que les autorités musulmanes de France le pratiquent, est compatible avec notre manière de vivre et la démocratie ? Je pense particulièrement au statut de la femme. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental dans le monde européen. Nous sommes quand même le pays qui a inventé l'égalité des droits. Et la région, la région du globe. Et j'ai le sentiment que pour les musulmans, c'est quelque chose de très difficile à intégrer. Pas pour tous en tout cas. Merci certainement. Pascal Ganet d'avoir commenté l'actualité sur Radio Alpa 107.3. On rappelle que vous êtes secrétaire départemental de la Fédération sartoise du Front National, président du groupe FN au Conseil régional des Pays de la Loire et membre national du bureau politique du FN. On va se quitter avec votre choix musical très rapidement. Jean Pax Meffray pour ce titre, Ce pays qui n'existe plus. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est un chanteur d'origine pied-noir, qui est un ancien journaliste, grand reporter au Figaro, Valeurs Actuelles, etc., un homme de droite, et qui a publié une dizaine de disques et chansons engagées. C'est un peu le Jean Ferrat, si vous voulez, de la droite nationale française. Et il a écrit ce livre à la mémoire de son pays perdu, un peu comme a fait Enrico Macias, sauf que lui parle d'un pays perdu en le décrivant. Et je trouve que c'est le sentiment que ressentent aujourd'hui des gens qui ne sont pas des pieds noirs, qui parlent de la France et qui ont le sentiment qu'ils perdent leur pays parce qu'ils ne le reconnaissent plus. Merci Pascal Ganet de votre participation à commenter l'actualité. Merci à Frédéric Chauveau pour la réalisation technique de cette émission. Même s'il y a toujours mon village où les enfants du 15e âge sautaient les feux de la Saint-Jean. Même s'il y a toujours le cimetière où les filles faisaient des prières et repartaient en se signant. Je ne le reconnaîtrai plus. Ils ont changé le nom des rues. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu.
Même s'il y a toujours mon école, où j'ai vécu des années folles, lorsque j'étais adolescent. Même s'il y a toujours les arcades, pleines des odeurs de grenades et des cris des manifestants. Le drapeau que l'on voit flotter, il n'a plus les mêmes reflets. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu. Le terrain vague de mon enfance, les carrioles et les oliviers, mes souvenirs, mon existence, passent leur temps à se croiser. C'est une étrange destinée. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu. C'est une étrange destinée. Oh, ouais. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu.